Rebonjour à tous, c'est parti pour la deuxième partie de notre session de la matinée avec la suite de ce que Eddy et Gondia nous présentent sur la modélisation des systèmes énergétiques. Je pense qu'on va plus parler d'électricité dans cette session. Eddy, Gondia, la parole est à vous. Merci beaucoup. Oui, donc on reprend là où on nous sommes arrêtés sur la modélisation des systèmes électriques et on va descendre maintenant à ce qu'on peut faire pour l'Afrique. Et dans cette dernière partie, l'idée est de vous décrire un peu plus le type de modèle qu'on utilise. On en a beaucoup parlé et ce graphique s'inspire d'abord de l'exemple qu'on a détaillé pour le Sénégal lors des sessions de formation précédentes. Et on va utiliser la même approche ici. Donc, lorsqu'on parle de modèle Times, Gondia vous l'a présenté pour le transport avec les différents véhicules. Et ici, je vous le décris pour le système électrique. Donc, l'intérêt de ce type de modèle, c'est qu'on va pouvoir décrire d'une part l'ensemble des centrales, donc le système de production, la demande, et aussi décrire la disponibilité des ressources en amont. Donc, c'est ces trois échelles qui, reliées entre elles, vont former le système électrique. Avec donc, les centrales existantes l'année de base, les options disponibles pour le futur, les gisements d'énergie non renouvelable, d'énergie renouvelable et les capacités d'interconnexion avec les autres régions. Donc, ici, on peut voir que les principaux inputs vont être soit fossiles ou renouvelables, et que le système va produire de l'électricité à différents niveaux de tension et une conversion à travers des transformateurs. Donc ici, on va passer de la haute tension à la moyenne tension à nos transformateurs pour aller à la basse tension, des possibilités de stockage et enfin des besoins qui peuvent être satisfaits en haute et en moyenne tension. Donc, dans le cadre de ce premier exemple pour le Sénégal, on a pu aller un peu plus loin à partir de la disponibilité de rapports annuels et d'études de planification antérieures. Et pour illustrer ce que ce type d'étude peut donner, je t'écrirai ici, par exemple, avec ces deux graphiques, d'une part l'évolution du stock existant. Donc, ça, c'est le stock de toutes les centrales en 2016, donc l'année de départ pour notre étude, et leur évolution naturelle dans le temps si on laissait chaque centrale aller au bout de sa durée de vie. Donc, on voit que on a cette problématique de remplacement finalement qui va se poser assez vite. Et dans l'horizon qui nous intéresse, vers 2050, il faudra au moins reconstruire ou reconduire l'ensemble du système électrique existant. Donc, ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu va être celui de l'évolution de la population et de la demande. Donc là, si on prend un scénario d'évolution des besoins et d'évolution de la population, ces effets cumulés vont faire qu'il ne va pas juste falloir remplacer le système à un niveau constant, mais prévoir un système qui est beaucoup plus grand. Donc, dans ce premier travail qui avait été fait, l'idée centrale, c'est ça, c'est que le modèle permet, donc une fois qu'on a représenté l'ensemble de cette chaîne, donc là on n'est pas dans une approche comptable, on peut optimiser les choix et la trajectoire qui est proposée, une des trajectoires dans le scénario de base, elle conduisait à des résultats que je vais décrire maintenant. Donc ce graphique-là montre la production électrique en térawattheure et ici les différentes périodes du modèle par pas de temps de 5 ans. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde à 2030, la production électrique au Sénégal dans ce scénario va plus que doubler. Et cette production, elle va ici être satisfaite par le gaz naturel avec la mise en exploitation des gisements qui ont été découverts. Et on voit aussi qu'un cas qui est complètement différent de celui de la République démocratique du Congo, on peut avoir un doublement en valeur absolue de la part hydraulique, mais on est à des niveaux qui ne sont pas du tout comparables à ce qu'on voit dans les statistiques pour la RDC. Et c'est cette différence justement de réalité à l'échelle du continent, comme Gondia l'a souligné au début, qui est importante à prendre en compte, parce que lorsqu'on va aller sur des plateformes internationales
comme le GIEC, donc, qui va définir les scénarios de long terme et à l'échelle du monde, et comme on l'avait vu avec cette part importante pour la capture, le stockage. On est sur des études qui vont considérer la zone Afrique comme un seul bloc ou Afrique et Moyen-Orient comme un seul bloc. Donc, l'idée là, c'est de pouvoir proposer des visions un peu plus fines de ce qui se passe pour différentes régions du continent. Enfin, ici, on peut voir aussi que à la fin de cet horizon, à cause du rôle du gaz, le développement du solaire, qui ne va pas être l'énergie dominante, va quand même permettre d'avoir une énergie qui peut être en ordre de grandeur, de l'ordre comparable au développement des produits pétroliers qui en fait constituent l'essentiel. Donc le système change sur cet horizon, mais ce sur quoi on voulait attirer votre attention est aussi qu'en général, la plupart des études de planification qu'on fait s'arrêtent à l'horizon 2030 en Afrique, mais sur le long terme, l'enjeu continue d'être important, et si on regarde à 2050, ce qui est proposé comme sortie de ce modèle, une fois qu'il y a une partie des possibles, on voit que la consommation, avec la croissance de la consommation, on arrive à une réduction de l'usage des produits pétroliers, une utilisation de plus en plus grande des ressources donc actuelles de gaz et des nouvelles découvertes, et aussi un développement plus fort du solaire pour accompagner cette croissance que même l'extension de l'utilisation de gaz ne suffit pas à compenser. Donc, c'est un peu l'idée de ce qu'on a présenté la dernière fois, et on est allé un peu plus en détail en montrant des exemples de dynamique temporelle sur une journée pour différents sujets. Donc, le premier, ça a été l'électrification du transport, et le deuxième, ça a été la réduction des émissions de CO2, comment dans un système comme celui qu'on décrit ici, où on va avoir de plus en plus d'énergie fossile, même si on a du renouvelable, comment être compatible avec des accords internationaux qui vont viser à baisser fortement les émissions de CO2 et éventuellement avoir un pic de ces émissions autour des horizons 2030-2035. Donc, c'est un peu ces questions qu'on peut explorer avec des scénarios. Et puis après, comment aussi l'efficacité énergétique aussi pouvait faire varier cette demande et permettre ou pas d'avoir une situation moins contrainte. Donc, c'est ce qu'on avait présenté pour le Sénégal, et dans un premier temps, c'est ce qu'on souhaitait représenter ici parce que les données étaient plus disponibles, mais on a choisi de les garder éventuellement. On reviendra sur ces questions s'il y a l'une ou l'autre qui vous intéresse à la fin de la session, si on a quelques minutes pour les décrire. Mais le choix qu'on a fait, c'était en partant de la discussion d'hier qui portait sur ce qu'on peut faire lorsqu'on n'a pas de données, c'était de faire cet exercice-là, de se dire, bon, la prospective permet d'explorer des futurs, et lorsqu'on n'a pas de données, on peut faire des hypothèses en partant de la littérature. Et donc, on part sur ce qu'on appelle justement ici un modèle conceptuel, hein, de Times CD pour la République démocratique du Congo, et une question qu'on a identifiée comme intéressante, qui était celle de l'électrification et de l'expansion dynamique de capacité. Alors, expansion dynamique, juste pour dire qu'en général, on peut faire des études d'électrification pour une année donnée, voir la population, la localisation des populations, et décider, par exemple, d'installer un microgrid. Mais lorsqu'on va se projeter sur plusieurs années, ce qui était loin du réseau peut devenir moins loin, les demandes peuvent devenir plus grandes. Et la question, c'est est-ce que finalement, c'est des solutions transitoires et le réseau dynamiquement va s'étendre et donc remplacer ces petits réseaux. Donc, pour situer le contexte que vous connaissez très bien, mais c'est plus pour reprendre les étapes de l'analyse que nous avions vues la dernière fois. Dans cette vision un peu rétrospective, d'abord, on peut voir la taille du parc installé, donc ce qu'on a trouvé, nous, dans les données disponibles publiquement. On a à peu près 2,7 gigawatts installés
Donc 96% d'hydro avec une faible disponibilité des capacités installées aujourd'hui. Donc, ce besoin de maintenance et de remise à niveau des capacités peut être important. On a un faible taux d'accès à l'électricité qui, suivant les sources, varie, et donc les périmètres aussi. Est-ce que c'est le nombre de personnes connectées? Est-ce que c'est la population qui peut être touchée par le réseau actuel? Globalement, on est de l'ordre de 10 à 16% avec un accès beaucoup plus faible, inférieur à 2% en zone rurale. Donc, ce point est important parce qu'on a à peu près, comme on avait vu, 87 millions de personnes et la part de la population rurale reste forte avec 55%. Donc, le gap dans l'accès à l'électricité reste un challenge et enfin, globalement, la fiabilité de l'approvisionnement, comme dans beaucoup de pays, est jugée en général faible avec un grand nombre de coupures. Donc, ce grand nombre de coupures a un impact sur l'étude rétrospective qu'on peut faire, c'est que le niveau de demande ne reflète pas toujours la demande effective. S'il y a un incident sur le réseau pendant plusieurs mois, la demande peut être plus grande, mais elle n'est pas satisfaite. Par contre, ce qui va ressortir dans les statistiques, c'est uniquement la demande qui a été satisfaite. Dans les projections de long terme, il faut pouvoir prendre en compte ce qui peut relever de la demande souhaitée et ce qui peut relever de la demande pourvue du fait de contraintes sur l'appareil de production. Donc ça, c'est un point qui est spécifique aussi aux systèmes qui sont en croissance rapide aujourd'hui. Donc, en termes de modélisation, ce qu'on propose là, c'est de dire qu'on part du schéma du système électrique que j'ai décrit, et un peu comme dans l'exemple qu'on a fait pour le système électrique européen, de supposer que le système électrique, on peut le représenter en je dirais, trois gros blocs. Le premier, c'est toutes les régions qui sont autour du réseau actuel. Le deuxième, donc, c'est l'accessibilité 1. On va dire c'est un périmètre jusqu'à 20 km de ce réseau. Donc, c'est la deuxième zone géographique tampon. Et troisième, c'est tout ce qui est aussi au-delà de 20 km. Alors, on pourrait discrétiser et aller plus loin, mais pour l'exemple et pour ce qu'on souhaite décrire avec le niveau de données, voilà, garder ces trois niveaux-là permet déjà de discuter de pas mal de questions stratégiques. Donc, la question, c'est quel système, quelle demande à travers ces trois régions qui, du coup, vont être couplées par la possibilité d'extension du réseau. Et donc, c'est un peu la question à laquelle on vous propose de s'intéresser maintenant dans les minutes qui viennent. Donc, pour faire ça avec un modèle, on va garder le modèle de prospective initiale et on va se poser les différentes questions suivantes. C'est quoi nos enjeux pour le futur? Donc, pour le futur, on propose aussi de distinguer trois futurs possibles. Enfin, trois futurs, un futur possible, un futur qu'on a qualifié de désirable et un futur qu'on a qualifié d'inacceptable. Donc, de façon idéale, on aurait pu avoir un groupe de travail élargi et justement, une première sortie, ça serait de caractériser vraiment les scénarios qu'on décrit là. On a fait des hypothèses pour cette séance de formation. Donc, je vais les partager avec vous et on va les prendre comme, je dirais, cadre de pensée, comme hypothèse de travail, pour vraiment illustrer ce que peut apporter un modèle et comment on peut aller plus loin que des démarches comptables simples. Donc, je vais commencer par le futur inacceptable. Donc, le futur inacceptable, on peut partir sur un réseau où les pertes techniques et non techniques sont très fortes. C'est un peu le cas aujourd'hui de la plupart des systèmes électriques en Afrique qui n'arrivent pas à couvrir complètement les frais du fait du montant d'électricité qui n'est pas, du volume d'électricité qui n'est pas rémunéré, qui n'est pas comptabilisé aussi.
donc ces pertes techniques et non techniques, et qui restent à un niveau très élevé de 36%. Alors, dans ce futur inacceptable aussi, mais qui n'est pas impossible, hein. On peut supposer que la demande est forte. Donc, on a un système qui est en tension. Il y a beaucoup de pertes, mais une demande forte pour soutenir les différentes activités. Et aussi, on a des contraintes de financement qui affectent le rythme de construction parce que le secteur électrique est assez capitalistique. Donc, on suppose que là, on n'aura pas la possibilité d'investir aussi vite qu'on le veut. Donc, ça, c'est notre cadre de base. Donc, notre question, ça va être comment répondre à cet enjeu pour les différentes régions dans le cadre de ces hypothèses. Et il y a le scénario du désirable. Donc, nous, on suppose que les pertes pourraient converger vers 85%. En fait, pas les pertes, mais plutôt le rendement du système de transmission. Donc, des pertes de l'ordre de 15%. Il y a ici une erreur de sens. Que la demande serait forte pour soutenir la croissance aussi et que le système en amont financier et de mobilisation des investissements publics et privés serait efficace. Et donc là, c'est un scénario beaucoup moins contraint sur les rythmes de déploiement de ces filières. Enfin, le troisième futur, c'est le futur possible, qui dit qu'on gagne 10% déjà sur l'horizon, qui a une performance notable, et que la demande unitaire croît, mais qu'elle n'est pas la plus utopique, et que le rythme de déploiement aussi est comparable à ce qui se fait actuellement. On ne part pas sur un système qui n'a plus beaucoup de contraintes de déploiement de capacité. Et donc, l'idée par rapport à ce qu'on présentait hier, c'est que les scénarios doivent s'appuyer d'abord sur une vision partagée de ce futur, d'écrire ce qu'ils veulent dire, et après, les modèles vont être les outils pour quantifier, pour mettre en cohérence, je dirais, ces différentes hypothèses. Alors, l'autre précision, c'est que dans le temps qui était disponible, en fonction des données aussi, ce qui reste extérieur au périmètre qu'on considère là, c'est les stratégies d'export. Est-ce qu'il y a une demande fixée qui doit aller vers l'Angola, vers l'Afrique du Sud ou vers d'autres pays en termes de participation au barrage? Est-ce qu'on évalue la biomasse pour l'électricité? Ou est-ce qu'on regarde de façon plus fine les possibilités de réhabilitation de sites hydrauliques? Donc, ici, on ne va pas aller dans le détail de ces questions, mais bien sûr, elles peuvent être considérées. Mais je pense que comprendre déjà ce que ces scénarios veulent dire permet d'avoir une bonne idée de ce que peut apporter la modélisation prospective à des fins stratégiques. Donc, ceci étant précisé, je vais aller maintenant à un niveau il faut quantifier ces différentes hypothèses-là. Et pour cela, on a consulté différents documents et ce qu'on vous propose, c'est ça, c'est de cadrer maintenant un peu plus ces scénarios du possible. Donc, dans cette étape, ce qu'on a choisi comme scénario du possible, c'est que la croissance de la population va profiter aux zones qui sont plus proches du réseau existant. Donc, l'idée, c'est que les déplacements de population vont se faire vers des zones où il y a cet accès. Et du coup, la première zone qui contient, on a estimé à peu près à 16% de la population qui est très proche du réseau existant, la population dans cette zone va doubler, enfin en tout cas la part de population. Donc elle va passer de 16 à 32%. Et pour le reste de la population, on a supposé que le terre est parti de façon équitable entre la zone 2 qui a une zone un peu intermédiaire et la zone 3 qui a une zone qui est beaucoup plus éloignée de l'état actuel. Alors, parallèlement aussi, dans ce scénario du possible, on a supposé que dans les zones où du réseau actuel, la consommation unitaire reste constante. Ça veut dire que les populations qui arrivent ne vont pas avoir forcément des niveaux de consommation très élevés et que les populations, les ménages les plus aisés vont avoir un niveau de consommation, mais qui finalement sera compensé pour avoir une moyenne qui ne change pas. Donc, l'idée là, c'est qu'on peut mener des études
encore plus fine avant de proposer cette hypothèse, mais là, c'est l'hypothèse qu'on propose comme hypothèse de travail. Donc, on a une zone 1 qui va avoir qui a un niveau de demande plus élevé déjà en moyenne et qui va juste avoir une plus grande évolution de la population. Par contre, on suppose que dans les autres zones, la demande en électricité croît, mais à un rythme moins grand. Et donc, ce qu'on a supposé, c'est que par personne dans chacune des zones, dans la zone 2, on serait à la moitié de ce que donnerait la zone 1 en 2050. Et la zone 3, ce serait encore la moitié de ce que donne la zone 2. Donc, pour expliquer cette hypothèse, ce qu'on dit, c'est que les populations qui sont un peu loin du réseau vont consommer par habitant la moitié de ce que consomme une personne qui est au centre du réseau, mais pas aujourd'hui, juste c'est en 2050 avec une croissance, avec un taux de croissance qui permet d'y arriver. Pour la zone 3, ça va être la même chose, mais plus par rapport à la zone 2. Donc, les populations qui sont encore plus loin du réseau vont avoir accès à l'électricité, mais pas pour rattraper le niveau de la zone 1 ni celui de la zone 2, mais avec un effet retard qui va faire que leur niveau de consommation en 2050 sera 0,5. Donc, c'est comme ça qu'on peut cadrer un scénario. Et donc, on pourrait discuter des chiffres, est-ce que c'est 0,5, 0,6, 0,7, mais globalement, l'idée, elle est là, c'est cette manière-là de voir qu'on propose d'appliquer au cas de la RDC. Alors, quantitativement, ça nous donne les figures suivantes. Donc ici, sur le panneau de gauche, c'est l'évolution de cette répartition de la population, là, conformément à ces hypothèses. Donc, il y a un effet d'urbanisation plus fort, mais on voit ici justement que dans le temps, il y a quand même une très forte pression sur les zones qui sont proches du réseau en termes d'augmentation et une baisse justement dans les autres zones. Si je traduis ces évolutions aussi en termes d'énergie demandée en mégawattheure par habitant, donc on a vu au début qu'on était aujourd'hui autour de 100 kWh par habitant en RDC et on voit ici que la combinaison de ces hypothèses, ces 100 kWh par habitant, sont compatibles avec la reconstruction qu'on propose là, avec un niveau qui est à peu près 500 kWh par habitant dans les zones qui ont accès au réseau et un niveau qui est proche de zéro dans les autres zones en fonction de la répartition de la population. Donc, on a cette moyenne qui est ici montrée par la courbe en pointillé et les différences de niveau d'accès dans ces zones. Donc, l'hypothèse de stabilité dans la zone 1 et d'augmentation dans la zone 2 pour atteindre la moitié et d'augmentation dans la zone 3 pour atteindre la moitié de ce qui atteint la zone 2 permet de reconstituer donc d'une façon hiérarchique et plus détaillée que ce qu'on ferait si on avait un modèle macroéconomique qui n'aurait pas ce niveau de finesse là. Le fait que finalement, ici, on reste quand même sur ce scénario, c'est un scénario de triplement de la quantité d'électricité consommée par habitant. Donc, ça reste un scénario ambitieux, quelque part, parce qu'on dit qu'on triple la quantité moyenne d'électricité consommée par habitant pour une population qui va croître aussi très fortement. Donc, cet exemple montre comment on peut cadrer une réflexion prospective et explicite les hypothèses de ce cadrage. Alors, la conséquence de la combinaison de toutes ces hypothèses, c'est une demande électrique qui croît fortement. Donc, si on compare les ordres de grandeur, le défi que ça pose, le fait de faire ces hypothèses, c'est de satisfaire une demande en électrique forte dans la zone 1, mais aussi dans les autres zones. On peut voir, par exemple, que même dans la zone 3, le niveau qui est atteint en 2050, donc qui n'est pas si loin que ça, si on prend en compte l'inertie des investissements, on est à moins de 30 ans de la situation actuelle. Il faudrait un réseau électrique dans cette hypothèse du scénario du possible qui, dans cette zone, aurait la taille du réseau électrique qui est actuellement celui qui alimente toutes les zones urbaines et toute la demande industrielle. Donc, il y a quand même cet effet important qu'on peut mettre déjà en évidence. Comme je le disais et comme on a précisé avec Gondia hier,
en utilisant des données de la littérature, en essayant de comparer des ordres de grandeur, on peut déjà commencer à proposer des visions prospectives utiles pour la décision. Donc, voilà un peu comment on peut construire ce premier scénario. Et si je reviens maintenant sur les deux autres scénarios, l'indésirable et l'inacceptable, qui ont ici la même demande, l'hypothèse qui est faite, elle va contribuer à dire que donc, la croissance va toujours profiter aux zones proches du réseau, mais avec un effet d'accélération. On ne va pas juste doubler, mais on va supposer encore que le développement économique est tel que on passe de 16 à 50% de population dans des zones où il n'y a pas vraiment de problématique d'accès au réseau. Et que le reste de la population, ici encore une fois, se répartit équitablement. Et parallèlement aussi, on va faire ici cette fois-ci l'hypothèse d'une croissance vraiment dynamique et qui profite à tout le monde, qui fait que même dans la première zone, on a une augmentation de 50% par rapport à l'année de base. Donc, on arrive aussi à augmenter parce que ce niveau de 50%, le niveau atteint ici reste d'un ordre de grandeur 10 fois inférieur à celui qui est atteint dans les pays les plus développés aujourd'hui. Et donc, du coup, l'idée, ce serait de dire que dans ce scénario, le système électrique de la République démocratique du Congo arrive à avoir des niveaux qui seraient proches de ce qui peut être la consommation moyenne, par exemple, en Afrique du Sud. Donc, c'est un scénario désirable sur cet horizon, à 30 ans, être à peu près au niveau de ce qui est déjà observable aujourd'hui. Ce n'est pas un scénario irréaliste non plus. Et donc, on garde la même hypothèse, uniquement on garde cette hypothèse pour la zone 1 et pour les autres zones, on garde ici le même principe simple, qui est de dire que la cible est de 50%, ce qui se fait dans la zone 1, et pour la zone 2, de 50%, la cible atteinte pour la zone 3. Donc, ce que ça donne, si on reprend les mêmes illustrations, c'est que la répartition de la population, cette fois-ci, donc, elle va avoir ce profil. Je pense que je n'ai pas actualisé ce graphique. Donc, on arrive à 50% de la population. Donc, ça, c'est ce qu'on avait dans le premier graphique. Et on arrive ici à 50% lorsqu'on l'actualise. Donc, on a la part de population dans la zone 1 et la part de population dans les zones 2 et zone 3. Donc, avec une inflexion qui est qu'autour de 2035 et donc à partir de 2040, en 2035 et 2040, on a ce shift. Alors ici, il faut rappeler que c'est un shift, mais parce que les deux autres zones ont une répartition égale. Mais ici, ça devient la zone la plus peuplée et à la fin de l'horizon, ici, on a la moitié de la population qui se trouve dans cette zone. Alors, en termes d'évolution, on a donc ceci, une évolution de la production, de la consommation par habitant et qui se traduit par une évolution plus forte, plus accentuée du besoin unitaire par habitant dans chacune des zones. Donc ici, on a le premier cas et là, on voit, ici, on voit ce qui se passe dans cette deuxième hypothèse. Donc ça, c'est notre scénario. Donc on va qualifier du scénario désirable. Et dans le cas du scénario inacceptable aussi, on a cette même inflexion de la demande, ce même besoin, mais plus de contraintes pour développer le système. Donc, ce qui est inacceptable dans le troisième scénario, c'est juste les contraintes sur le système. Et voilà, si je continue, l'effet alors sur la demande aussi, si on compare les différents scénarios, on passe d'un scénario où la demande aurait cette allure à un scénario où on dépasse les 100 TWh de demande avec une augmentation très forte dans chacune des zones. Donc voilà un peu comment on peut cadrer avec des hypothèses raisonnables des enjeux futurs et ne pas au-delà de 2030. Donc là, on s'est projeté sur le plus long terme et en essayant de montrer que voilà, cette démarche-là peut déjà permettre d'identifier quelques grands enjeux. Et encore une fois, je rappelle que c'est des scénarios qu'on propose là, mais
ouvert justement à plus de discussions pour échanger avec vous sur ces questions qui nous passionnent particulièrement. Donc, je reviens sur les dynamiques de capacité et d'expansion. Ce qu'on a supposé pour caractériser le déploiement maximum dans le scénario du désirable, c'est qu'on n'a pas vraiment de contraintes sur la zone 1 pour déployer les moyens hydrauliques. On a un potentiel globalement de 50 gigawatts. Dans la zone 2, par contre, on ne peut pas faire plus que tous les 5 ans. On suppose quand même qu'on ne va pas faire plus que la moitié du parc total qui a été installé jusqu'à aujourd'hui pour garder une forme de réalisme. Donc, pas plus de 1 gigawatt par période de 5 ans. Et dans la zone 3 aussi, on suppose qu'il n'y a pas plus de 1 gigawatt par période de 5 ans aussi. Et un potentiel de 2 gigawatts en tout. Et enfin, pour le photovoltaïque, cadrer aussi l'évolution pour ne pas avoir des évolutions extrêmement rapides. Même dans ce scénario du désirable, on garde parce qu'on a vu qu'il y a une centrale de 1 gigawatt qui est prévue en République démocratique du Congo. Donc, on suppose que dans ce scénario, on peut réaliser des investissements de cet ordre-là toutes les années, donc ce qui conduirait au maximum à 5 gigawatts par période de 5 ans. Donc, c'est un rythme de déploiement qui reste ambitieux. Dans le scénario du possible, on a à peu près la même chose, sauf qu'on suppose là qu'il n'y a pas plus de 4 gigawatts par période de 5 ans, ce qui correspond à peu près à ce qu'on a estimé du volume du projet INGA 3, donc qui dit que si on suppose qu'il y a à peu près le même type de contraintes pour déployer rapidement une ressource. Et pour la zone 2, on garde ce potentiel on divise les potentiels globalement par 2. Et pareil pour le photovoltaïque. Donc enfin, dans le scénario qu'on a considéré comme le scénario de l'inacceptable, voilà, on a une capacité à déployer rapidement les centrales qui ont la capacité maximale qui est plus faible. Et de même, dans les zones loin du réseau, on ne déploie pas aussi vite l'hydraulique parce que les investissements vont se concentrer plutôt sur la zone 1 et peut-être que les conditions de réalisation de ces projets sont plus complexes, mais quand même, on garde un rythme de 250 mégawatts tous les 5 ans qui reste assez fort pour des systèmes qui ont plutôt des puissances unitaires faibles. Donc, on pourrait considérer ici la construction d'une dizaine de projets sur la période. Donc, voilà un peu les hypothèses qui vont être importantes à garder pour comprendre un peu ce qu'on peut proposer avec une analyse prospective. Donc, pour reprendre les étapes, on a la caractérisation un peu qualitative de ces scénarios et on précise la demande, les hypothèses, les façons de calculer la demande et les hypothèses aussi sur le déploiement maximum désirable. Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Donc, le premier résultat qu'on obtient, c'est celui qui est décrit par cette figure, c'est que sur l'horizon qui est proposé, donc ici on a le scénario du possible, ici on a le scénario désirable et ici on a le scénario qui est considéré inacceptable, c'est qu'à l'horizon 2030, donc ça peut être une bonne nouvelle d'un point de vue pour être réactif, l'hydraulique semble être la première solution. Je dis semble parce que c'est un résultat purement numérique qui ignore probablement beaucoup d'autres réalités locales qu'on n'a pas su capturer. Et que le parc installé, le besoin en capacité va être quand même important, 50% de ce qui existe d'augmentation, donc multiplié par 1,5. Dans le scénario du désirable, ce besoin va monter à un doublement. Donc, il faudra arriver à doubler le parc installé en très peu de temps, donc en une dizaine d'années. Ce qui est atteignable aussi est le projet INGA 3, donc
si on enlève les parts qui sont réservées à l'exploitation, pourrait permettre d'y arriver. Et enfin, dans le scénario de l'inacceptable, il faudrait aller un peu plus loin et ça s'explique par le fait que les pertes étant toujours plus grandes, il faut une capacité installée plus forte pour satisfaire la demande. Donc, voilà, le point important là, c'est qu'on a une croissance de la demande qui va être satisfaite par le déploiement de nouvelles capacités hydrauliques. Par contre, si on regarde sur notre horizon, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire, de dire qu'il y a, bien sûr, la priorité doit être d'abord assurer le prochain pas, donc l'urgence un peu 2030, mais de prévoir, justement, il y avait une question sur le besoin en formation, le besoin en potentiel humain. C'est des initiatives aussi qui prennent du temps et c'est aujourd'hui qu'il faut quelque part prévoir, et donc avec des études en amont de ce qu'on peut faire avec des modèles, qu'il faut prévoir les implications à une échelle plus large. Et là, ça dépasse ce qu'un modèle dirait. C'est plutôt un débat qui reste ouvert à toutes les bonnes volontés. Donc, quantitativement, dans le scénario du possible, on a une multiplication par 4,7 de ce qu'il y avait déjà en 2030. Donc, on n'est pas sur un système qui va augmenter de 50% sa capacité et se reposer sur ses lauriers. C'est vraiment une course de fond pour atteindre une cible de consommation par personne qui, encore une fois, n'est pas extravagante à l'échelle du monde. On est bien en dessous de la moyenne mondiale. Donc, pour faire ça, on a une multiplication par 4, 7. Et dans le scénario du désirable, on multiplie par 5,6, donc entre 2030 et 2050. Et dans l'autre scénario, le dernier, celui de l'inacceptable, ce serait par 3,6. Donc, on voit que il y a une convergence sur le fait qu'il y a deux périodes. Il y a la période 2030, donc, qui va concerner beaucoup les contributions nationales qu'il va falloir actualiser. Mais il y a un horizon qui est aussi important et c'est celui-là qu'on essaie, nous aussi, d'anticiper. Alors, en termes de mix, on a la baisse des coûts du solaire sur cet horizon qui montre qu'il y a un intérêt potentiel pour accompagner la croissance. Donc, même si dans les 5 ans qui viennent, il n'y a pas énormément de solaire, il ne faut pas le sortir de l'équation et considérer que le développement peut être une stratégie pour le long terme. Et aussi, on voit que la croissance de l'hydraulique peut être le pilier, mais que dans un scénario, par exemple, qui va être celui de l'inacceptable, le fait de ne pas arriver à déployer les moyens à la vitesse qui est anticipée par le modèle peut conduire à avoir un mix qui fait à terme appel aussi bien à des centrales thermiques, à des centrales diesel en fin d'horizon. Et voilà, on a ces trois futurs qu'on peut quantifier et qui vont être la base qui peut être la base d'une discussion plus approfondie. Et dans le groupe que nous formons aujourd'hui, il y a sûrement beaucoup plus d'expertise sur ces questions que celles que nous proposons. On voulait vous montrer ce qu'un modèle peut permettre de faire pour mettre des chiffres en cohérence. Et voilà, alors ce que l'on peut voir aussi, c'est que derrière cette croissance rapide des différentes capacités, on a une croissance de la génération d'électricité pour satisfaire les différentes demandes. Donc, si on regarde ce qui est proposé dans le scénario du possible, le fait d'avoir désagrégé le modèle en zones d'accès différents nous permet de nous montrer un peu les choix originaux d'approvisionnement pour chaque condition d'accès, ici les zones. Donc, la première zone, c'est qui est le main grid aujourd'hui, on voit qu'on peut déployer des moyens centralisés, beaucoup d'hydraulique, et dans ce scénario du possible, et avec aussi du solaire éventuellement en accompagnement lorsque les coûts de production du solaire deviennent très bas. Et dans la zone intermédiaire,
la solution qui est proposée là, avec les hypothèses, encore une fois, qu'on a retenues, va proposer plutôt une extension du réseau et du solaire. Donc, utiliser la combinaison de ces deux options. Ici, une façon d'avancer, d'aller plus en avant, ce serait de mieux caractériser le potentiel solaire pour ces différentes zones et voir exactement, séparer ces zones d'accès en zones de potentiel solaire différents. Mais les données à notre disposition, là, n'ont pas permettent déjà de voir cette première vision stratégique globale. Alors, le troisième point, c'est la zone, donc cette zone d'accès 3. Là, on a supposé que c'était aussi difficile d'étendre le réseau de la zone 1 à la zone 2 que de la zone 2 à la zone 3. Et donc, ce qui fait que ici, l'électricité qui arrive en zone 2 permet de satisfaire les besoins de cette deuxième zone, mais il n'y a pas d'intérêt, en guillemets, à étendre encore plus le réseau pour aller jusqu'à la zone 3. Et ce qui fait que dans cette zone, l'approvisionnement va passer par un déploiement de l'hydraulique, donc qui est contraint par les hypothèses de ressources qu'on a prises dans cette zone-là, à cause de la taille des projets, du solaire et aussi du diesel. Donc, à 2045, on a un peu toutes les options. Et puis, dans le futur, avec la croissance de la demande en zone 2, finalement, l'électricité qui devait aller en zone 3, elle s'arrête dans la zone 2 ici parce que le surcroît de demande en électricité absorbe tout le surcroît de production des autres zones. Donc, lorsqu'on est plus loin du réseau, il y a une incertitude sur le fait que l'électricité qui pourrait arriver à un moment donné ne serait peut-être plus disponible si la région intermédiaire commence à consommer elle-même beaucoup plus d'électricité. Donc voilà, on peut montrer peut-être avec plus de régions des phénomènes, des dynamiques plus fines, mais globalement, l'idée peut être capturée à travers ces quelques cas. Donc, ce qui nous amène ici à avoir en fin d'horizon un mix un peu plus varié, entre guillemets, avec du solaire, de l'hydraulique et des produits pétroliers. Donc, si on se projette maintenant sur le scénario du désirable, on va avoir dans ce scénario une croissance très forte de la demande dans la première zone, mais peu de contraintes sur l'extension du réseau et le déploiement de capacités hydrauliques. Et donc là, on utilise à plein pot la génération hydraulique. Donc pour le réseau actuel qui a un enjeu de production d'électricité hydraulique et des difficultés à assurer cette production, on voit qu'il est urgent ici d'augmenter la disponibilité des centrales, mais surtout d'envisager que lorsqu'on est à 2030, il faudrait déjà quasiment plus que doubler le parc de production. Et dans cette idée de scénario du désirable, ce serait aller encore beaucoup plus loin et avoir des niveaux de production hydraulique sans commune mesure avec ce qui se fait aujourd'hui. Je rappellerai ici qu'on n'a pas fait encore de stratégie d'export. Donc ça, c'est en dehors de la demande qui pourrait être mobilisée dans des contrats internationaux et dans le sens d'échange avec des pays partenaires voisins comme l'Afrique du Sud ou d'autres régions dans le cadre d'un réseau qui situerait plus la production en République démocratique du Congo comme un hub d'exportation d'électricité. Il y a ce challenge, cet enjeu derrière aussi, je reviens sur ce point qui a été mentionné, qui est très important, de ressources humaines, de suivi de projets. Enfin, il y a des opportunités ici qui peuvent être saisies. Donc, pour revenir à notre étude, ça conduit aussi à une augmentation de la demande dans la zone 2 et à une augmentation aussi des activités d'extension du réseau et de production du solaire. Et dans la zone 3, le fait d'avoir beaucoup plus
d'électricité fait que l'option d'extension du réseau reste valable même jusqu'à la fin de l'horizon. Il faut développer plus d'hydraulique, donc un peu moins de diesel, mais on a toujours ce mix qui est voilà, un peu moins de diesel que ce qu'on obtenait ici. On a un mix qui est un peu plus équilibré, un peu moins carboné, même dans cette zone-là. Donc, l'idée générale, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il n'existe pas un seul scénario et voilà, la probabilité que l'un ou l'autre soit ce qui arrive en réalité, on n'a pas la possibilité de le dire, mais on peut déjà quantifier ce que ça impliquerait. Donc ça, c'est pour ce qui se passe dans le scénario du désirable. Et donc, enfin, si je viens au scénario, donc notre scénario de l'inacceptable, on voit que... non, désolé, je suis revenu en arrière. Donc, dans notre scénario de l'inacceptable, on va avoir moins de production hydraulique dans la zone 1 à cause de juste la contrainte de financement, de temps de mise en place des projets. On suppose une dizaine d'années pour développer un projet de type NGA 3, pour développer tout le potentiel hydraulique, les délais dans le financement pour les partenaires et l'instabilité des consortiums peuvent contribuer à avoir un déploiement qui n'est pas le déploiement idéal anticipé et qui donc pourrait faire que la zone 1 pourrait satisfaire sa demande, mais avoir moins de possibilités d'exportation, en guillemets, ou d'approvisionnement, même des zones qui ne sont pas très éloignées du réseau. Donc, ce qui fait que ici, à l'horizon 2030, l'extension du réseau peut suffire, mais au fur et à mesure que la demande d'électricité de la zone 2 croît, on n'aura plus cette marge de manœuvre de la zone 1 qui, elle aussi, voit sa demande croître fortement. Donc, la combinaison de ces deux effets va faire que dans cette zone, du fait de aussi la limite dans la capacité d'accès au financement qui est la même que dans la zone 1, on va avoir un système qui déjà va utiliser beaucoup plus de central fuel, de diesel pour l'électrification, et ceci encore plus dans la zone 3 où on va avoir aussi un mélange de central fuel et d'hydraulique. Donc, c'est un cas extrême, ce scénario de l'inacceptable, mais qui ne s'appuie pas sur des ressorts catastrophiques ou impossibles à imaginer. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait illustrer là. Alors, on n'a pas considéré la possibilité de construire des centrales charbon, on disait, par la biomasse, l'électricité, mais tout cela fait partie de choses qui pourraient être prises en compte et, encore une fois, en restant dans la logique de cet exercice de pensée. Alors, un autre effet de ce scénario de l'inacceptable, c'est qu'il y a une demande qui est non pourvue aussi. Donc, on a introduit la possibilité de ne pas satisfaire la demande si elle devient trop chère. Et on voit que malgré cette forte hausse, on aurait en fin d'horizon jusqu'à 15 TWh, 16 TWh qui ne seraient pas fournis, qui seraient de la demande qui ne pourrait pas être satisfaite du fait des contraintes d'extension du réseau. Donc, voilà quelques éléments de réflexion qu'on peut proposer à partir d'un modèle et un peu dans l'idée dans laquelle on pense qu'il faudrait avancer pour le développement de capacités sur place et construire des scénarios peut-être qui correspondent à des chiffres un peu plus partagés. Donc ça, c'est l'essentiel de ce qu'on peut, enfin ce qu'on a pu extraire de ces premiers scénarios. Et si on regarde maintenant ce que ça veut dire en termes de coût, donc ce que le modèle fait, c'est de minimiser le coût total du système. Donc on essaie de trouver à chaque fois le chemin qui présente le coût minimum. Donc ça veut dire qu'ici, dans ce scénario, c'est la façon de satisfaire la demande au moindre coût avec les contraintes qui sont proposées. Dans le scénario du désirable, c'était la façon de satisfaire la demande au moindre coût avec les options que le modèle avait.
Donc, si on compare les coûts dans ces différents scénarios par rapport au cas optimiste, donc ici, c'est la différence par rapport au scénario du possible. J'aurais dû le préciser sur les slides. On le précisera sur la version qui vous sera envoyée pour faciliter la lecture. Donc, par rapport au scénario du possible, le scénario du désirable, bien sûr, du fait d'une demande plus forte, va demander plus d'investissement dans les centrales et dans le réseau de distribution. Et va demander un peu d'investissement en termes de combustible parce qu'on pourra utiliser du diesel, on pourra utiliser un peu moins d'investissement parce qu'on n'utilisera plus le diesel dans les zones 3. Donc, si je reviens sur ces deux scénarios, dans le scénario du possible, on a beaucoup de produits pétroliers là, et dans le scénario du désirable, on en a moins. C'est ce qu'on va retrouver ici, un coût moindre sur les combustibles, plus d'investissement au niveau des centrales et du réseau de distribution et des ordres de grandeur de ce que ça pourrait être. Dans le scénario de l'inacceptable, ça c'est la pénalité liée à la demande non fournie, qui est très forte, un coût qui va être plus sur des coûts de combustible, mais un coût qui va être moins élevé sur des coûts de centrales. Donc, quelque part, ce scénario de l'inacceptable traduit quelque chose qui est peut-être acceptable pour nos systèmes, pour les systèmes électriques en Afrique, qui vont être de limiter le besoin d'investissement, quitte à payer plus cher en opération. Donc, bien sûr, en coût complet, ce n'est pas le meilleur scénario, mais en fonction des capacités de financement, ici, on peut avoir un scénario qui a moins de coûts d'investissement direct dans les centrales, mais qui aurait des coûts d'opération et de fonctionnement un peu plus grands. Et c'est le pendant de ce que Gondi a présenté pour les véhicules d'occasion, où on peut avoir un véhicule qui coûte moins cher à l'achat, mais qui, en termes de fonctionnement, va au total se révéler plus cher sur plusieurs années en termes de réparation et de consommation d'essence. Et on a à peu près ce même fonctionnement lorsqu'on a des contraintes sur notre mix. Donc, voilà un peu ces 3 points, comment évoluent les capacités, comment pourrait évoluer la production et comment pourrait évoluer les coûts pour ces différents scénarios et pour 3 zones. Donc, on voit que déjà avec quelques éléments, en combinant ces différentes hypothèses, un modèle peut éclairer des choses et après, c'est la connaissance du domaine d'application qui peut permettre d'invalider tel ou tel aspect du modèle. Donc, c'était pour illustrer ce qu'on peut faire dans ce cadre-là. Et on a prévu justement d'avoir une session d'échange, parce qu'on a fait beaucoup d'hypothèses pour représenter finalement un système que vous connaissez mieux. Ce sera aussi l'occasion d'un partage sur ce point. Donc, avant ça, je rappellerai juste quelques points. C'est que voilà, cette réflexion sur l'évolution de la demande, elle est une partie intégrante de celle sur les capacités de production futures. On a pu aller un peu plus loin dans le cadre du Sénégal, mais déjà, je pense que dans ce qu'on propose pour le cas de la République démocratique du Congo, il y a des éléments d'échange et d'interaction possibles. Et pour reprendre aussi ce que Gondi a présenté au début, c'est vraiment l'idée de ce qu'un modèle d'optimisation peut apporter. Ce n'est pas le seul type de modèle. On ne veut pas dire que notre but, ce n'est pas de vous convaincre de choisir ce type de modèle, c'est juste, on pense que ça peut contribuer pour partie. Donc, voilà, sur ces 2 secteurs-là, et que aussi l'important, c'est d'avoir cette capacité d'accompagnement et cette volonté de s'inscrire sur le long terme. Parce que le premier modèle qui va être construit ne sera pas aussi détaillé que ce qui est fait ailleurs, dans des pays qui ont plus d'expérience, mais c'est vraiment cette capacity building, justement, de construire mur par mur et étage par étage. Donc, l'avantage, c'est ce qu'on a essayé de montrer, c'est la modularité, le fait qu'on peut l'utiliser pour l'électricité, pour les transports, pour les matériaux, à différentes échelles, des couplages sectoriels. C'est aussi que les trajectoires, justement, on n'a pas besoin de les fixer, comme c'est le résultat d'un processus d'optimisation. Typiquement, dans les exemples que j'ai montrés, dans ce que Gondi a montré, on ne dit pas
quelle est la part d'hydraulique, quelle est la part de solaire, ou Diane ne précisait pas quelle est la part de véhicules d'un certain type ou de matériaux produits par une région. On précise les hypothèses extérieures et donc c'est plus de travail et le modèle permet de définir des trajectoires endogènes qu'après l'expert peut valider ou invalider ou compléter. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il va permettre d'évaluer des choix stratégiques. Et aussi, il y a cette cohérence temporelle forte, parce qu'on ne regarde pas juste 2050, mais un peu la trajectoire et ce qui peut se passer dans ce temps. Alors, l'inconvénient, je viens d'en parler, bien sûr, c'est plus complexe qu'un modèle comptable qui, par exemple, pourrait avoir un tableau avec les coûts des différents moyens de production. Et quand on fait ça, c'est qu'on suppose que notre moyen de production va fonctionner toujours à pleine puissance et identifier ces approches qui peuvent être pertinentes, mais quand la problématique devient un peu plus complexe ou plus intersectorielle, c'est là qu'on peut avoir des limites. Donc, ça peut être valable vraiment dans un premier temps. Je dirais en 5-10 ans, on peut se limiter à des approches comptables, mais il faudrait éventuellement, progressivement, aller vers des approches plus intégrées. De la même manière, l'inconvénient de ce qu'on propose, c'est que nos modèles ne vont pas se substituer à des modèles de réseau, donc à des modèles vraiment électrotechniques où on va de power flow, où on va étudier les flux de puissance sur des lignes précises et où ne vont pas se substituer non plus à une analyse cartographique plus fine, parce que là, on a distingué des zones d'accès au réseau pour pouvoir mener une réflexion stratégique, mais peut-être qu'à 20 km, on peut avoir des réalités topographiques et locales différentes. Un cours d'eau, une rupture qui va faire que le coût du réseau ne va pas être identique. Et donc, on peut avoir des lieux, des conditions locales qui ne sont pas capturées par cette première approche. Donc, l'idée n'est pas d'opposer une approche à une autre, c'est de comprendre que devant l'ampleur du défi qu'il y a, la complémentarité est plutôt de mise entre les différentes approches. Et donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est de décrire au mieux un peu notre expérience de modélisation et en essayant d'imaginer ce que ça pourrait vous apporter. Voilà, donc j'espère qu'on a répondu un peu ou qu'on vous a donné au moins des éléments de réflexion sur ces thématiques. Et je vais m'arrêter là pour qu'on ait environ la demi-heure qui vient, un moment d'échange. Et voilà. Donc, je ne présenterai pas les exemples du Sénégal parce que on pourrait y passer plus de temps. On a préféré consacrer un temps assez loin à l'échange. Donc, je vous remercie et on va passer à une séance de questions-réponses. Merci, Eddy. Alors, il y avait des questions dans le chat. Et bon, j'ai préféré laisser que tu y répondes en direct, comme ça va plus aider aux échanges. Et donc, voilà, je te l'ai laissé et tu les verras sur le chat si tu veux y répondre directement maintenant. D'accord. Oui, alors, la première question, c'est n'est-il pas mieux de raisonner par mégawattheure par ménage? Alors, si on peut raisonner à mégawattheure par ménage, mais les statistiques qui existent, comme pour le PIB, parlent plutôt en kilowattheure ou en mégawattheure par personne. Ça permet une comparaison qui est plus simple parce que ça évite l'hypothèse de la taille du ménage. Donc hier, on a vu que pour l'approche comptable, c'était mieux de passer par ménage parce qu'il y a des équipements qui étaient mutualisés à l'échelle des ménages. Mais oui, le critère qui est entre ces deux approches, c'est le nombre de personnes par ménage. Donc, garder cette valeur qui permet de comparer différents pays sans avoir cette valeur de mégawattheure par ménage qui est implicite.
Alors, l'autre élément, c'est que dans le travail justement qu'on envisage avec Gondia, mais là, c'est un peu plus vraiment sur le plus long terme et en fonction des collaborations qu'on pourrait avoir, c'est de voir que justement, on peut coupler les secteurs, la demande de matériaux, le besoin de produire le cobalt aura un impact et qui n'est pas directement lié au ménage. Donc, on pourrait imaginer quelque chose de plus fin dans la décomposition. C'est une très bonne remarque. Et voilà pourquoi on a choisi ici de rester sur cet indicateur. Alors, la deuxième question, c'est pour quelles raisons considère-t-on qu'il y aura une augmentation de la consommation de produits pétroliers? Alors, ici, dans nos résultats, elle est juste liée au fait que les zones les plus éloignées du réseau ont des coûts de développement hydraulique plus élevés et ont aussi un coût d'extension du réseau plus grand. Donc, si on part, et pour ne pas avoir cette consommation de produits pétroliers, il faudrait que les coûts de la microhydraulique soient plus bas et que le potentiel soit présent. Donc, ce n'est à partir de données réelles, peut-être qu'il y a un potentiel plus grand pour ne pas avoir ces produits pétroliers, mais l'idée, c'est que ça nous a paru la solution par défaut. Donc, un groupe diesel, c'est la solution par défaut d'électrification lorsqu'on n'a pas accès à une ressource moins chère ou lorsque le réseau l'extension du réseau ne vient pas jusqu'à la zone de la demande. Donc, la deuxième question concerne les hypothèses. Est-ce que les hypothèses prennent en compte le fait que les petites unités de production thermique seront fortement en compétition avec les systèmes de stockage stationnaire individuels et les Solar Home Systems? Dans ce qu'on a présenté, ça se traduirait dans la demande qui est adressée au réseau. Et les petites unités de production thermique, oui, elles seront complètement en compétition. C'est pour ça que je dis que c'est un cas d'étude qui montre où pourraient se situer les problèmes. Et maintenant, la prochaine étape, c'est de voir est-ce que ces innovations permettent d'y répondre. Alors, un des avantages des Solar Home Systems, ça peut être que le niveau de perte est encore plus faible parce que celui qui l'installe est responsable a déjà payé le coût d'accès au réseau, donc il y a moins de questions de tarification. Lorsqu'on est sur des niveaux d'évolution tels que ceux qu'on a prévus pour la demande, on est sur des niveaux qui sont plus grands que ce que les Solar Home Systems vont produire. C'est-à-dire, typiquement, ce que je vois, c'est une lampe, quelques appareils, et là, on est sur des niveaux de consommation qui vont quand même être plus conséquents. Donc, on n'est plus sur l'accessibilité uniquement au tiers 1, mais sur des niveaux d'accessibilité plus forts. Et donc là, on peut avoir besoin de microgrids. Et dans ces microgrids, on peut avoir soit du stockage stationnaire, mais pour avoir du stockage stationnaire, il faut de la production individuelle. Et aujourd'hui, typiquement, la baisse du coût du solaire va beaucoup concerner le solaire centralisé et un peu moins les systèmes solaires de faible puissance. On pourrait passer, par exemple, de $1000 par kilowatt installé pour le solaire aujourd'hui à 500 à moyen terme, voire 400 en fin d'horizon. Ça, c'est pour des installations centralisées. Et les installations décentralisées ne sont pas forcément sur la même courbe de réduction. C'est ce qui explique, en tout cas, là, on a ces résultats. Mais décrire mieux les hypothèses locales permettrait d'avoir des choses différentes et on est vraiment ouvert à approfondir ces premières intuitions. Alors, il y a une question, j'espère que ça y répond, sinon vous pouvez plus la reposer ou prendre la parole pour expliciter votre point si on n'a pas complètement traduit.
La prochaine question dit à quand la fin de l'utilisation du pétrole pour la production de l'électricité? Alors, oui, elle rejoint un peu peut-être la question de l'exploitation du nucléaire. Et je pense que la réponse est dans la question précédente. Il n'y aurait plus d'utilisation du pétrole si les solar home systems se développent et si on arrive à avoir localement des moyens renouvelables, par exemple, je dirais des biogaz ou de la biomasse électrique locale pour ces zones non interconnectées. Et donc, alors, je me perds dans la liste des questions. Oui, donc du coup, c'est ce point important, la fin de la consommation du pétrole, ça dépend des options considérées. Et aussi, on n'a pas pris en compte la dynamique de la demande. Si on se base sur des systèmes solaires, on aura une forte production en journée et avec des usages qui peuvent être plus importants en soirée. Et donc, on a essayé de prendre cet aspect dans le cadre du Sénégal parce qu'on avait quelques éléments pour le faire, mais il faudrait aussi évaluer cette cohérence temporelle qui aujourd'hui profite un peu au groupe diesel, ou sinon il faut associer au coût du panneau solaire aussi le coût d'un dispositif de stockage. Donc, dans le scénario de l'inacceptable, c'est ce qui arrive. Et dans les autres scénarios, il y a largement la capacité de proposer un système qui pourrait être avec ou sans pétrole. Alors, on n'a pas aussi traité ici les questions de production d'énergie réactive sur le réseau. Et on peut en discuter, mais c'est un autre niveau de complexité. Comment est-ce qu'on produit suffisamment d'énergie réactive pour permettre des usages productifs, des moteurs ou d'autres équipements qui ont besoin, qui sont plus inductifs. Pardon, Eddy, si je peux Oui. juste me permettre sur cette question Oui. du pétrole, peut-être pour un petit élément. Je pense on peut désagréger différents usages de différents produits pétroliers, et si on élargit encore, on pourrait même considérer le pétrole lampant, qui est une solution d'éclairage qui peut être substituée par des différentes solutions d'électricité. Et là, on a le pico-solaire, par exemple. Évidemment, le pétrole qu'on met sous forme de diesel dans les générateurs, mais il y a aussi le pétrole plus lourd qui sera dans les centrales. Donc, c'est intéressant de voir que c'est une énergie qui peut servir à différents usages et sous différents modes de transformation pour répondre à des besoins à différents niveaux. Mais je pense qu'en tout cas, il y a des substituts qui existent à tous ces niveaux. À nouveau, ce sont des analyses, vous en avez parlé, un petit peu économiques, selon les différentes options technologiques, mais ça paraît envisageable, je pense, dans un certain nombre de contextes, de ne plus reposer sur le pétrole pour les besoins d'éclairage ou d'électricité les plus basiques. Voilà, pardon, je voulais juste ajouter cela. Oui, tout à fait. Et on pourrait même imaginer dans un futur lointain que les biocarburants permettent d'avoir la petite part de pétrole qui resterait dans un contexte particulier. Donc, alors, il y a une question sur 13 TWh. OK. J'ai 1 TWh. En 2020, Gondia, je vois que tu es en mute pour l'instant. Pardon. En fait, non, je voulais juste dire que, parce que c'était une remarque de l'intervenant Lucindé, et donc je voulais remercier pour cette remarque parce que j'ai l'impression que Lucindé a accès à des données beaucoup plus détaillées. Et depuis la première session, intervient avec des données beaucoup plus détaillées. Donc, c'était pour remercier. Et puis, bon, on rappelle toujours, si on peut avoir accès à ces données, c'est encore mieux. Donc, pour nos analyses. Donc, c'était pour juste écrire la réponse.
et puis te laisser continuer à faire une remarque dessus si tu voulais rajouter des choses. OK. Non, merci. Oui, je pense que c'est, voilà, comme vous avez vu, hein, là, on a proposé des réflexions avec ce qu'on a pu définir comme hypothèse. Donc, c'est une information intéressante. Donc, on va la garder en tête et éventuellement vous demander d'autres, si on a des besoins, des questions, si on pourra vous les proposer de la même manière. Si vous avez des besoins de clarification sur les méthodes, n'hésitez pas à nous solliciter. L'idée, c'est que ce qu'on produise d'un point de vue académique puisse servir. Alors, les facteurs devraient avoir un impact bénéfique. Oui. Alors, les facteurs de disruption du secteur devraient avoir un impact bénéfique. Je ne suis pas sûr de percevoir complètement ce que ces facteurs sont, mais si c'est l'optimisation, par exemple, des moyens de paiement, oui, c'est une façon de baisser les pertes non techniques, c'est d'utiliser des moyens plus innovants pour la facturation, d'utiliser des compteurs plus avancés. Et donc là, ça voudrait dire que dans la spécification du cadre global, du cadrage global du scénario, il faudrait s'appuyer aussi sur un développement massif des technologies de l'information et de la communication. Et donc, il y a cet effet qui est très important. Alors, je pense, Gondia, je ne sais pas si tu veux… Non, je pense que tu as quasiment tu as dit tout ce qu'il fallait. Donc, je te laisse continuer. Donc, il y a cet enjeu, c'est vrai qu'on peut avoir donc une approche un peu smart grid qui permettrait de réduire ses pertes. Et donc, ça pourrait être ce qui expliquerait le cas désirable. Dans le cas désirable, la baisse des pertes pourrait être articulée avec aussi un déploiement de ces technologies. Deuxième commentaire. D'accord. Donc, il y aurait aussi un surcoût pour l'acheminement des produits pétroliers dans ces zones. Et c'est une information intéressante. Et typiquement, on pourrait aussi avoir pour les produits pétroliers un surcoût pour les différentes zones. Et l'idée est ici aussi là d'avoir accès à des coûts réalistes. Et je pense qu'avec ces hypothèses, on pourrait aussi arriver à justifier le fait de recourir à des SSH ou à des systèmes de production renouvelable qui sont un peu plus coûteux que dans les zones 2, mais qui finalement bénéficient de cette… ne sont pas sont en compétition avec un diesel qui est lui aussi plus coûteux. Merci pour cette information. Et je pense que l'intervenant vient de préciser sa définition de facteur de disruption. C'est-à-dire que l'intervenant faisait référence à la combinaison digitale, stockage et off-grid. OK. Comme tu l'as mentionné dans ta réponse. OK, super. Oui, en effet. C'est un peu ça le challenge, c'est qu'il y a plusieurs défis en même temps. C'est arriver à avoir tous ces changements très rapides pour le système électrique, pour l'informatique, pour les différentes régions, pour les capacités de financement, et arriver à en faire, je dirais, une histoire cohérente pour qu'elle puisse être partagée. Donc, oui, merci pour ces différents éclairages qui montrent que l'énergie, ce n'est pas seulement des joules, mais c'est aussi un enjeu de société. Alors, la prochaine question, je pense qu'elle est pour toi, Gondia. Le gouvernement du Sénégal utilise-t-il les résultats de modélisation énergétique pour construire les politiques énergétiques du pays? Alors, bon, je pense que déjà la démarche avec la mise en place de ce programme avec l'AIE sur le développement d'expertise au niveau local en termes de modélisation prospective montre déjà que la plupart des pays, par exemple comme le Sénégal, comme on a pu le faire avec le Sénégal, le Bénin et puis et la RDC, que ces gouvernements essaient de s'intéresser de plus en plus
à ce que c'est que la modélisation énergétique et aux apports que ça pourrait avoir en termes de réflexion sur la mise en place de ces stratégies. Donc, je pense que ça, je peux même laisser Arnaud pour rajouter un petit mot dessus. Voilà. Arnaud, si tu veux rajouter un mot. Oui, merci beaucoup Gondia. Effectivement, c'est un sujet qui est de plus en plus étudié et nous, on est très heureux de travailler avec chaque pays comme on le fait là avec la RDC et en invitant d'autres participants, puisque je pense que dans la salle, on a aussi des représentants d'autres pays. Ce qu'on va faire très prochainement, c'est aussi des sessions un peu plus de partage d'un pays à l'autre, puisque c'est vrai qu'on est en train de travailler avec chaque ministère et qu'on peut voir des pratiques intéressantes à partager. Donc, parmi les webinaires qu'on proposera régulièrement, il y en aura aussi où on proposera à certains pays de montrer des travaux qu'ils ont développés, d'une part, et d'autre part, dans les prochaines étapes de ce programme de formation, donc pour la RDC, la prochaine étape immédiate, ce sera de la formation présentielle à Kinshasa quand on pourra envisager de voyager. Et ensuite, on envisage aussi de faire des événements où on regroupe plusieurs pays qui suivent la formation. Donc, il pourra aussi avoir du travail d'un pays à l'autre et à nouveau un partage de ces pratiques. Merci Arnaud. Et donc voilà, donc on montre quand même on voit quand même que les gouvernements essaient de s'intéresser à ce type de modélisation. Et donc nous, notre travail, c'est aussi d'apporter notre expertise au niveau local et surtout travailler avec des experts au niveau local pour avoir, par exemple, des visions vraiment beaucoup plus précises d'une représentation du système énergétique. Et donc, par exemple, comme la remarque a été faite, par exemple, de dispatch d'un produit pétrolier d'une zone à une autre qu'il faut rajouter 2 ou 3 dollars, c'est des précisions qu'on ne retrouve pas forcément dans la littérature scientifique, mais où on pourra avoir accès à ces informations qu'avec des experts locaux et au niveau statistique, au niveau local. Donc, voilà. Donc, Eddy, si tu veux rajouter quelque chose dessus, n'hésite pas. Non, je pense que c'est parfait pour moi. Donc, là, je peux continuer avec la prochaine question. Donc, qui dit que la RDC est un pays importateur net de produits pétroliers. Et oui, c'est possible de modéliser cette situation. Donc, sur cette question, elle est pertinente donc, pour le secteur électrique, mais surtout pour le secteur des transports. Et dans les scénarios que Gondia a décrits, justement, pour satisfaire cette demande de transport pour les passagers et pour satisfaire cette demande de transport pour les marchandises, il y aura aussi, compte tenu de l'évolution de la croissance et de la population, une forte pression sur ces produits pétroliers. Donc, ça fait partie du besoin d'anticipation et de modélisation pour le long terme. Et je pense que la présentation d'hier et d'avant-hier et d'aujourd'hui, les deux présentations montrent un peu comment est-ce qu'on peut avoir accès à ces produits pétroliers. Sur la capacité de stockage, plus particulièrement, il faudrait détailler un peu plus l'amont, c'est-à-dire exprimer cette contrainte de stockage. Donc, est-ce que le stockage doit permettre de contenir 6 mois de consommation? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui est l'élément dimensionnant de cette capacité de stockage de produits pétroliers? Ou est-ce que l'enjeu, c'est de conserver suffisamment le produit pétrolier pour un an? Et tout ça va conditionner, si on regarde la production locale ou l'infrastructure portuaire, on peut arriver à avoir toujours, en fait, c'est dans cette idée d'un choix technologique qui peut être contraignant pour une filière. Et l'optimisation essaie de trouver des solutions autour de ce choix technologique-là. Donc oui, c'est aussi une question importante. Et je ne sais pas si Arnaud, Gondia, vous voulez... Oui, peut-être pour compléter, on a eu un module sur la modélisation du secteur de l'approvisionnement en hydrocarbures. On est allé assez vite, mais je pense que l'idée, c'est en effet de
partir de la demande. En tout cas, c'est comme ça que nous, à l'AIE, on le conçoit avec cette modélisation intégrée, où on va regarder secteur par secteur quelle est la demande en service. Donc, il y a évidemment le transport qui va induire une demande en diesel, en essence, mais il y a d'autres secteurs qui vont aussi créer une demande en produits pétroliers. Et ainsi, on va pouvoir avoir une vision sur cette demande. L'étape d'après, c'est de choisir le bon pas de temps pour bien conceptualiser le stockage, à savoir, voilà, comme le disait Eddy, quelle durée de stockage, de quelle durée de stockage on a besoin. Mais en tout cas, on pourra aussi retravailler un peu plus tard sur cette partie plus amont ou approvisionnement des produits pétroliers pour le cas de la RDC particulièrement, qui, en effet, de ce que je comprends, n'a pas de capacité de raffinage, donc importe directement des produits pétroliers. Et on peut également simuler en mettant de la capacité de raffinage, où là, on importerait à la fois des produits pétroliers et du pétrole brut qui serait raffiné. Donc, alors, si je prends la question suivante, alors, j'ai l'impression que la plupart des hypothèses pour la modélisation sont subjectives, elles dépendent des auteurs. Alors, oui, ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, c'est, en fonction des données qu'on a pu trouver, d'illustrer le fait qu'un modèle peut éclairer des orientations de long terme, des orientations stratégiques. Donc, les hypothèses qui sont choisies, notamment sur l'évolution de la demande ou la répartition de la population, nous les avons posées avec Gondia pour décrire un futur possible, mais on s'est appuyé pour ça sur la littérature, sur des tendances historiques dans d'autres pays. Donc, je dirais, pour pouvoir avoir une modélisation qui correspond aux besoins de la République démocratique du Congo, il faudrait que ces hypothèses correspondent aussi, par exemple, à un plan pluriannuel de développement, que ces hypothèses correspondent à un objectif de développement de l'accès à l'électricité. Et si de telles valeurs existent officiellement, il y a deux choix. Soit on peut voir ces valeurs dans des publications officielles, ou inversement, si on a une valeur moyenne, on peut même en formulant des hypothèses exogènes donc des auteurs, comme vous le précisez, on peut évaluer quel est l'effet de cette hypothèse. Typiquement, est-ce que si on prend une cible de 500 kWh par personne, 450, 400, et en variant autour d'un panel, on peut avoir une distribution et donc arriver sur quelque chose qui est plus proche de l'incertitude dont on avait parlé au départ. Donc, j'espère que ça répond à cette interrogation. Aujourd'hui, on a fait beaucoup d'hypothèses, nous, pour qualifier ces futurs. Mais voilà, il faut vraiment le prendre comme un cadre conceptuel et comme un exercice de pensée. On n'est pas en train de dire ce que devrait être la politique électrique de la République démocratique du Congo. On n'en est pas capable là, mais on peut voir ce qu'elle pourrait être avec ces différentes conditions. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Gondia. Non, bon, je pense qu'il faut qu'on réponde rapidement à la dernière question parce que pour laisser le temps à Arnaud de clôturer la session. Et puis voilà, donc je te laisse répondre pour la dernière question et puis voilà. Oui. Pour la question, Rachel. Oui. D'accord, donc oui, pour cette question, oui, ça rejoint un peu la première question, c'est que l'exportation est un autre point critique parce que les projets sont aujourd'hui pensés avec des pays qui proposent d'importer une partie de la production et sur le long terme, quelle est son interaction? Ça fait partie des pistes de travail. Comment est-ce qu'il faut la traiter d'un point de vue statistique? Je pense avec le travail de l'AIE, et ça c'est plus en termes de reporting statistique. Ça fait partie des données qui sont précisées dans l'énergie, dans le bilan en énergie primaire. Et sinon,
pour nous, oui, il faudrait la considérer plus comme le bois, mais donc pour le bois, ce que vous décrivez, on n'est plus directement dans les statistiques énergétiques. On est plutôt dans les statistiques de la filière bois, la filière forestière. Ce serait plus mon commentaire sur ce point. Et voilà, Gondia, tu veux répondre à la dernière question ou on laisse Arnaud? On continue. Donc, du coup, sur cette question d'élaboration de la politique énergétique, je dirais qu'il faut qu'elle combine beaucoup d'acteurs. Déjà, c'est de définir qualitativement les scénarios et savoir qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est inacceptable et essayer d'identifier ce qui est idéal aussi dans ce scénario qu'on dit désirable. Ça permet de ne pas avoir des situations où on se retrouve à dire oui, votre politique n'est pas ambitieuse, alors que celui qui la propose essaie d'être peut-être un peu trop réaliste. Donc, de s'accorder déjà sur ce qu'on essaye de modéliser comme politique énergétique. Est-ce que c'est une vision ou est-ce que c'est une stratégie pour pallier à l'urgence? Peut-être que ça pourrait permettre de clarifier le débat. Après, nous, sur tout le processus institutionnel, on n'est pas très compétent. On peut donner un avis par rapport à les processus auxquels on a participé. Mais je pense qu'en termes de modélisation, c'est plutôt ça. Pour quantifier une politique énergétique, en fait, quantifier une politique énergétique de façon détaillée est important pour son adoption. Donc, plus la quantification va être précise et les hypothèses partagées, plus on pourra avoir des débats comme ceux qu'on a eus. Si on se dit que non, cette hypothèse sur les produits pétroliers est un peu trop restrictive et qu'on comprend tous ce qu'elle implique, on peut voir qu'il y a au contraire là un enjeu pour améliorer la politique. Et c'est plus d'utiliser vraiment les résultats comme un élément de la discussion. Donc, je dirais que la première étape, c'est d'être d'accord sur le fait qu'il y a plusieurs futurs possibles. La deuxième étape, c'est de choisir des outils qui permettent de préciser différentes interactions et d'être aussi transparent sur les hypothèses. Et la troisième, c'est de ne pas hésiter à refaire plusieurs fois l'exercice jusqu'à ce qu'un consensus soit établi. On a besoin de forums comme ça qui permettent l'échange et qui permettent aussi de construire cette capacité-là. C'est un processus long. Et donc, je laisse Gondia compléter sur cette question et puis après, on pourra... je pense que tu as vraiment tout dit et tu as très bien résumé la situation. Et je pense que c'est les 3 étapes que tu viens de définir sont des étapes, des conditions sine qua non pour pouvoir bien mettre en place une politique énergétique. Donc, je pense que tu as très, très bien résumé. Oui, merci Eddy et Gondia. Alors, un grand merci. Je profite du fait d'être physiquement avec Gianluca pour qu'on conclue ensemble cette session. Vous devriez voir mon écran où on souhaitait vous mettre à nouveau cette image de Monsieur le ministre d'État de RDC qui est intervenu lundi pour bien insister sur l'importance qu'a pour nous cette relation bilatérale avec la RDC et au-delà de la RDC, l'intérêt de travailler avec l'ensemble des acteurs africains des statistiques et de la modélisation. On a vraiment été tous ravis de pouvoir passer ces dernières semaines avec vous. On a essayé de partager beaucoup de choses. Ça a été peut-être un peu dense, donc n'hésitez pas à vous référer aux vidéos ou aux exercices disponibles en ligne. Un très grand merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir pris sur votre temps professionnel ou parfois personnel, puisque j'ai en tête que vous êtes venus un lundi qui était férié. Donc merci d'avoir
tenu ces longues heures de formation. On sait que ce n'est pas toujours facile d'être derrière un écran. Mais voilà, merci beaucoup pour votre participation. Ce n'est pas fini. Et sur ce cours, on va très vite vous envoyer une évaluation. On vous invite à nous répondre puisque l'idée, c'est que vous nous disiez ce qu'on peut faire pour améliorer les choses qu'on peut ajuster. Et donc, au-delà de ce cours, on continue aussi avec nos activités dans la communauté d'experts africains où donc vous êtes tous les bienvenus. Et donc, on aura à partir de maintenant un webinaire par mois. Le prochain, c'est mercredi 3 février prochain, 10h, heure de Kinshasa. Et on discutera des impacts du changement climatique sur l'hydroélectricité en Afrique. Voilà, je m'arrête là. Gianluca, tu veux dire un mot aussi? Bien, merci beaucoup à tout le monde, à Heidi et Gond et à tous les autres présentateurs aussi dans ces formations. Et je voulais juste ajouter qu'on va aussi revenir vers vous pour un travail de support sur la collecte et la création de nouveaux indicateurs des données, comme on a fait aussi avec les autres pays avec beaucoup de succès, notamment des indicateurs peut-être au-delà des bilans énergétiques, comme les prix d'énergie ou les indicateurs d'efficacité énergétique, pour les sujets qu'on a vus dans les semaines passées. Sinon, merci beaucoup encore, bon courage, mais n'hésitez pas à contacter l'AIE pour toute question que vous avez sur l'énergie, sur les données et les modélisations. Merci beaucoup. Voilà, toute l'équipe de l'AIE se joint à nous pour vous remercier, vous les participants. Merci Eddy et merci Gondia. Et on reste en contact et à très bientôt.